Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess Me. C'est parti, je vais vous couvrir donc en bilan le BC Chess Masters que j'ai joué en décembre. Premier tournoi de reprise après 6 mois et avec beaucoup, comme je voulais annoncer, de modifications psychologiques. Alors, j'en reparlerai plusieurs fois pendant les parties et en vous montrant un peu comment ça prenait forme, mais ces modifications, quelles sont-elles? Elles sont d'abord issues directement des conclusions que j'ai tirées des parties que j'ai partagées avec vous sur YouTube et des commentaires que vous m'avez faits. Donc ce que je réalise aujourd'hui en compétition est lié aux conseils que vous m'apportez et c'est pour ça que je crois que cette chaîne c'est un peu un partage. Et alors bon, quels sont-ils, disais-je? Le premier, c'est je suis arrivé là-bas sans me soucier de mon Elo. L'objectif, c'est le classement Elo 2025. On était en 2019, fin 2019. Donc, aucune pression sur le Elo. Bon, ça a été facilité aussi parce que j'avais le classement le plus faible du tournoi. Donc, à chaque partie, si vous voulez, c'était un peu à l'autre de montrer comment il allait se débrouiller. Et j'ai exploité ça. L'effet que j'ai essayé de maintenir, c'est l'absence de pression. Pas de pression, c'est pas forcément à moi de prendre des risques inconsidérés. Tant que mon adversaire se trompe pas, c'est pas non plus la peine de forcer les choses. Essayer d'être détendu en toutes circonstances. Euh, Ça a pris plusieurs formes. Déjà sur les horaires, j'ai vraiment porté, si vous voulez, l'accent sur les détails. Alors, j'arrivais très tôt au tournoi pour ne pas être stressé par le temps, surtout que c'était une période de grève, c'était difficile. Donc, je ne voulais pas de stress à ce niveau-là, je voulais arriver détendu. Donc, j'arrivais très tôt, j'avais le temps de sortir mon ordinateur, me préparer un petit peu avant la partie, etc. Mais aucune pression. Boire un seul café le matin et pas trois, puisque le café amène un stress et le but c'était justement de ne pas être stressé. Hein. Moi, ça m'excite un petit peu, donc je ne voulais pas être excité. Donc, vous voyez les détails. Faire attention pendant les parties euh, aux émotions, gérer mes émotions. Si la peur venait à m'envahir, si le doute venait à m'envahir, je me levais et j'allais me balader pour me détendre. C'est un nouveau point, ça d'ailleurs, parce que depuis que j'ai repris les échecs et que je vous fais ces vidéos, j'ai une forte tendance à vouloir rester collé à l'échiquier en pensant que c'est la bonne approche, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Mais je me suis rendu compte que ben, je ne suis pas tout jeune, que j'ai des limites, que je fatigue assez vite aussi. Et donc, sur ce tournoi, j'ai décidé de faire le contraire. Après tout, pourquoi pas essayer totalement autre chose? C'est-à-dire que je me levais très souvent. J'utilise mon temps pour réfléchir, mais sur le temps de l'adversaire, si il y a deux ou trois possibilités, non, plutôt trois ou quatre possibilités différentes, je ne vais pas commencer à toutes les regarder en détail, ça sert à rien. Je me lève, je vais me détendre, je laisse l'adversaire prendre sa décision et je reviens voir laquelle il a retenu, quelle a été sa décision ensuite. Donc je dis pas que c'est la bonne approche, mais pour moi ça a été bien parce que ça m'a permis de faire autre chose, c'est-à-dire de me libérer l'esprit pendant les parties et pas trop me coller la pression et pas trop me fatiguer. Donc voilà, et puis plein d'autres petites choses comme ça, je vous les partagerai lorsqu'elles se présenteront au cours des parties. Et ce que je vais regarder ronde par ronde avec vous, donc c'est évidemment, je vais vous présenter les parties, mais donc il y aura les rondes, la couleur, les lots de l'adversaire, le titre, si c'est un joueur titré, les résultats. Et puis je vais essayer de voir la partie par morceau, c'est-à-dire comment s'est déroulée l'ouverture, est-ce que je suis bien sorti ou mal sorti de l'ouverture, c'est important pour le travail sur son propre répertoire. Comment s'est passé le milieu de jeu, c'est important pour sa compréhension stratégique. Est-ce que j'ai développé un avantage ou est-ce que j'ai détérioré une position? La même chose pour la finale, lorsque finale il y a. Je vais regarder aussi le temps. J'ai dit que je voulais limiter le stress, donc j'ai fait attention aussi à ne pas partir en Zaynot et à toujours quasiment être mieux que mon adversaire au temps. Donc pour ça, dans certains cas, je prenais des décisions plus rapides ou je fouillais moins certaines analyses. Mais le temps est un élément important de l'échiquier et j'ai noté, je l'ai partagé aussi avec vous, que dès que je tombais en dessous d'un certain niveau de temps, je jouais n'importe quoi ou je ne savais plus jouer aux échecs du tout correctement. Donc aucun intérêt de me retrouver mal au temps. Donc je verrai aussi dans les parties ce qui s'est passé au niveau de la pendule. Et le stress, un indicateur, parce qu'on va voir qu'il y a des parties que j'aurais peut-être mieux réussi que d'autres, et j'essaierai de voir globalement comment était mon niveau de stress, est-ce que j'ai réussi à maintenir mes émotions, à contenir mes émotions pendant les parties ou pas. Donc vous voyez, ça vous donne déjà une piste à vous aussi si vous êtes intéressé par ce genre d'approche, sur comment tirer le bilan partie par partie de ce qui s'est passé dans un tournoi. Et évidemment, je mettrai des observations pour me souvenir aussi de la partie ou des faits marquants de la partie. Et donc, nous sommes au BC Chess Masters et la première ronde est annoncée. Je joue avec les blancs contre un jeune joueur à 2158
et qui n'est pas titré. Donc après, bon, j'ai pas rempli forcément le résultat. On va aller voir tout de suite dans la partie ce qui s'est passé lors de cette première ronde. Donc voilà, je vous ai posé la position un petit peu après l'ouverture, parce que comme je vous l'ai dit dans la présentation, j'ai pas forcément envie de détailler tout mon répertoire. Je le faisais sur les parties que j'ai jouées en live avec le compte Chess Me Live que je partageais avec vous, tout simplement parce que je ne faisais pas de compétition et que ça n'avait pas d'incidence. Mais à partir du moment où je retourne en compétition, je commence quand même à préserver un petit peu le travail que je vais faire sur les ouvertures. Rien que dans ce tournoi, j'ai changé des choses. Au cours même du tournoi d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire, mais bon, je vous en parlerai, je vous expliquerai pourquoi et comment. Et donc ces modifications, j'ai pas forcément envie de les donner à tous, puisque demain, je vais être face à vous aussi sur un échiquier en compétition. Mais peu importe, ça n'a pas forcément trop d'importance, à chacun ses ouvertures, à chacun sa façon de la jouer. Donc mon adversaire est 2158, j'ai les blancs, et à l'issue de l'ouverture, on va dire, je viens de roquer ici, hein, à l'issue de l'ouverture, donc je regarde à gauche parce que j'ai mes notes et les coups, on est ici au 10e coup, et je viens de roquer. Je pense que la situation est équilibrée. Alors si on la regarde un peu d'un point de vue stratégique, les noirs ont la paire de fous, c'est peut-être pour ça que l'ordinateur est un peu plus content ici pour les noirs. Mais en contrepartie, les blancs ont fini leur développement, ce qui n'est pas le cas des noirs, et leurs tours sont liés, et ils ont aussi un assez beau centre, les pièces sont bien centralisées, donc la position des blancs est quand même plutôt intéressante. Donc je pense, de mon point de vue, de ma compréhension, c'est relativement équilibré. En tout cas, personne n'a un avantage décisif. Alors ça me permet de glisser aussi des nouvelles résolutions aussi. J'accorde beaucoup moins d'importance à cet ordinateur, et je veux le faire de moins en moins, parce que j'ai découvert justement en analysant mes parties que nous jouons, nous autres les hommes, avec une logique, et amateur, je veux dire, hein, peut-être les champions c'est autre chose, mais avec une logique, et parfois on joue des coups qui paraissent pas très bons à la machine, mais qui suivent la logique, et qui sont de très bons coups, qui nous permettent de conduire notre partie normalement, et la réfutation est juste totalement insurmontable ou illogique, mais c'est un truc d'ordinateur. Donc je pense que m'intéresser aux réfutations insurmontables, inimaginables, etc. va pas me faire progresser. Par contre, bien travailler sur la logique des parties et les coups qui s'enchaînent correctement m'apportera peut-être beaucoup plus. Bref, à l'issue de l'ouverture, donc c'était d'ailleurs une variante d'ouverture un petit peu nouvelle que je jouais, c'est aussi pour ça que je ne vous montre pas tout. C'est pas, ça ressemble aux structures que vous connaissez si vous suivez la chaîne, mais c'était quand même quelque chose de différent. Et donc c'était un peu une expérience pour moi, c'était une première expérience. À l'issue de l'ouverture, je suis plutôt content, on a une position, on va dire, égale. Ok, à partir de là, il fallait que je joue un 11e coup, donc j'avais veillé à être détendu, j'étais à peu près d'ailleurs dans le même état que je suis là en vous parlant, j'avais le même niveau de stress, franchement c'était tranquille pour moi, et je prenais plaisir à jouer aux échecs, et en regardant ma position, ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai fini à peu près mon développement, le centre n'est pas figé, donc peut-être on va faire bouger le centre, et mes tours sont encore, sont des éléments qui ne sont pas encore développés, donc je vais développer mes tours, et j'ai joué tour F, E1, avec l'idée peut-être de pousser E4, E5 un petit peu plus tard. Mon adversaire a répondu par C5. Ok. C5, je vais défendre mon pion de pointe. J'ai plusieurs possibilités tactiques, mais peu importe. C3, de sorte à ne pas compromettre ma structure, on va dire. Et mon adversaire, lui, de son côté, finit son développement avec cavalier D7. On va dire ici, on n'a que des coups à peu près normaux. Et là, quand je vous dis que mes parties sont, ou la façon dont je joue, vient beaucoup des conseils que vous me donnez aussi, j'avais peut-être envie d'entamer certaines choses, notamment une attaque sur les cases blanches ici à l'aile roi. Mais pour ça, il faudrait passer peut-être la dame devant le fou. Et pour passer la dame devant le fou, il faudrait reculer le fou. Et pour reculer le fou, il faudrait peut-être bouger cette tour. Et cette tour, eh ben, on la connaît bien parce que vous m'avez dit sur cette chaîne, un d'entre vous, et peut-être même plusieurs, que j'avais tendance à laisser traîner cette tour, et j'ai joué toutes mes pièces sur celle-ci. Donc je me suis souvenu de vos conseils, et puisque ça ne présentait pas de contraintes tactiques, je pense que mobiliser la dernière pièce en vue de mon prochain coup était la bonne décision. J'ai joué tour A, D1. Donc là, on peut trouver que le développement des blancs est plutôt harmonieux. Et en tout cas, complètement fini, il va falloir maintenant partir à l'attaque. Mon adversaire, lui, ben, forcément, il y a ce vis-à-vis qui vient de se mettre en place, donc il repousse sa dame. Ok, un coup correct. Et puisque je dois maintenant faire quelque chose, j'ai totalement fini de développer mes pièces. Le centre n'est pas bloqué, donc ça peut être un peu dangereux de lancer une attaque, mais je décide de faire quelque chose d'un peu grossier, de provoquer mon adversaire pour voir comment il va réagir, et donc de jouer fou B1.
La provocation ici, elle est assez évidente, c'est de jouer Dame C2 ou Dame D3 pour menacer mat en H7. C'est aussi simple que ça, et on ne se dégonfle pas. Quoi d'autre? Pourquoi pas jouer ce coup-là? Ce coup-là ou un autre, pourquoi pas? Donc ça initie une attaque un petit peu, enfin qui manque de subtilité, mais ce que je demande aussi, c'est aux noirs de montrer comment ils vont contrer cette menace. Parce que dans l'immédiat, on voit que cavalier F6 ne va pas être possible, puisque j'aurai cavalier prend. Enfin, en tout cas, ça ne parera pas les menaces en H7. Et si les noirs me rendent le fou, je suis plutôt content aussi. Donc, la paire de fous, on va dire. Donc voilà, fou B1 me semble être un coup correct. Mon adversaire joue tour F8. Donc dame C2, je continue. Ok, la batterie est en place. Je menace par exemple cavalier prend E6 ici. Avec ensuite la dame qui s'en va en H7 et H8 pour mater. Donc il faut réagir. Et mon adversaire choisit cavalier F8. Alors bonne défense, pas bonne défense. Ça va être dur de le mater avec un cavalier en F8, ça c'est sûr, c'est connu, hein, parce qu'on ne peut pas facilement déloger le cavalier en F8, contrairement au cavalier en F6. En contrepartie, le cavalier en F8 est plutôt passif, il n'a vraiment qu'un rôle de défense, mais il n'exerce plus aucune action vers le centre. Donc ça m'allait bien, j'étais content, enfin, dommage pour madame ici qui espérait peut-être attaquer, mais je savais bien que j'allais pas mater mon adversaire qui a plus de 2100 comme ça. Mais en même temps, son cavalier en F8 me fait pas très peur vis-à-vis de ma propre position, là où il est. Une autre possibilité pour lui, on peut toujours regarder, aurait été F5, mais sur F5, j'ai cavalier G3, D5, voilà, il peut comme ça essayer de fermer le centre et museler mes deux pièces sur case blanche. Mais dans ce cas-là, déjà, je pense que ça lui plaisait pas parce que sa paire de fous va être moins puissante puisqu'il ferme la position. Et après cavalier H5, eh bien, son cavalier vient toujours pas en F6. Je peux avoir des coups comme G4, mon attaque n'est pas terminée en fait. Donc il joue cavalier F8, ok. Alors là, quel coup pour les blancs? Toujours pareil, rester bien zen, pas forcer les choses. Je me suis dit, puisque son cavalier est en F8, c'est ça qu'a accompli madame. Et madame n'a plus d'avenir ici. Elle ira pas en E4, hein, elle ira pas en F5, elle ira pas en G6, elle ira pas en H7. Donc elle peut bouger. Il va falloir que j'aille plus loin dans mon plan. Plus loin, c'est peut-être commencer à... Parce que je sens quand même que c'est vers l'aile roi qu'il faut que je bouge. Là, il est un petit peu bloqué. Et donc, je commence à avoir l'idée de pousser F4. Mais pour pousser F4, il va falloir que j'enlève mon cavalier. Ok. Et si je mets mon cavalier en D2, la dame va être un petit peu bloquée. Par ailleurs, il va y avoir des menaces de dame C6 et F5 avec un mat en G2. Donc je préférerais vraiment jouer cavalier D2 avec ma dame en E2. Et donc je joue dame E2. C'est ma logique, c'est pour défendre G2. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais je sais que je vais bouger ce cavalier, et donc j'ai pas envie d'avoir affaire à dame C6 et F5 tout de suite après. Ça peut être juste mortel. Ok, c'est un bon coup, hein, l'ordinateur apprécie ce coup. Mon adversaire joue à 6, donc je pense qu'il veut commencer à essayer d'avoir un contre-jeu à l'aile dame. C'est un petit peu lent, mais quoi d'autre, on va dire. Cavalier FD2, donc je suis mon plan. Et dame C6. Alors c'est pas forcément un très bon coup, enfin bon, ça change pas trop l'évaluation. Parce que justement, je me suis mis en place pour défendre. Mais peut-être que mon adversaire voulait provoquer F4, il savait pas que c'était juste ce que je voulais faire. Et c'est difficile aussi pour les noirs de trouver de l'activité. Puis quand même, c'est la première fois qu'ils réalisent une menace. Sa menace, c'est F5. Et si je fais pas tout de suite quelque chose pour défendre G2, F5 gagne une pièce quand même, hein, parce que c'est mat derrière. Bon, ceci étant, je joue F4. Donc du coup, il continue son plan, B5. Et je replace mon cavalier en F3. J'ai réalisé l'avancée F4 que je voulais. J'essaye en fait de développer mes pions vers l'aile dame pour lancer une attaque. Bah ouais, et maintenant j'ai du F5 qui va devenir possible, soutenu par le fou par exemple. Ou par le cavalier quand il sera en G3, ou même en H5. Donc j'ai bien une attaque qui se remet en place, et ça va me permettre de casser des verrous sur le roi. Là, mon adversaire se rend compte que sa dame sert à rien, qu'elle est mal placée, et il va vouloir casser le verrou en E5, donc il revient en C7. Très difficile d'avancer apparemment pour les noirs ici, même s'ils ont toujours ce petit avantage positionnel de paire de fous, difficile de provoquer quelque chose. Dame C7, c'est pas un mauvais coup, hein, l'ordinateur aime bien, mais... alors de mon côté, je vois bien qu'il va essayer de préparer E5, et comme j'avais joué Dame E2 pour anticiper sur G2, je vais jouer Dame F2 pour anticiper aussi ici, c'est-à-dire que s'il pousse, hein, un coup plus tard E5, je pourrais toujours faire pion prend, et cavalier prend E5, qui mettrait de la pression sur F7 en fait, hein, avec la dame et le cavalier par exemple. On peut imaginer aussi la tour venir, un cavalier sauter en G5 même en se sacrifiant, enfin il y a des choses
Voilà, c'est pas concret tout de suite, mais ça se met en place. Mon adversaire se développe aussi, tour assez vite, c'est vrai qu'il va devoir jouer de ce côté de l'échiquier. Et ici, en fait, on est au 20e coup. Euh, j'ai une toute petite initiative, mais surtout, j'ai l'avantage au temps. Et ça, vous ne le voyez pas, j'ai l'avantage au temps. Mon adversaire commence à être mal au temps. J'avais bien géré mon temps aussi, en jouant des coups assez simples et logiques, et sans risque pour moi. Donc, je décide de provoquer un peu plus mon adversaire pour voir comment il va gérer, parce que quand on doit défendre avec un temps limité, c'est pas forcément facile. La suite solide ici, ça aurait peut-être été A3, pour retarder B4. Et si par exemple il prend, je peux reprendre avec le pion C. Attention, hein, pas avec le pion E, parce que si je reprends avec le pion E, là je vais perdre un pion déjà. Un D5, le cavalier s'en va par exemple ici, et dame prend F4. Alors c'est pas la fin du monde, mais enfin on donne un pion sans trop de raison. Donc C prend D4 avec une position toujours relativement équilibrée, on va dire. Mais au lieu de jouer à 3, donc je joue G4. Mon état d'esprit, c'est de me dire je risque pas grand chose tout de suite. Et par contre, l'attaque vers le roi noir va s'accélérer. C'est pas un super bon coup, j'en suis pas super content non plus. Parce que ça présente quand même un risque et j'ai peut-être été trop agressif ici. Mais il y avait la situation du temps qui faisait que... Puis aussi, je regardais mon adversaire en disant c'est toi qui dois me battre, montre-moi comment tu vas faire. Et en attendant, c'est moi qui commence à lancer une attaque. Alors ici, mon adversaire avait plusieurs possibilités. Les noirs peuvent faire par exemple C prend et G6, parce qu'il y a quand même F5 qui menace. Hein. Et là, on peut jouer G5, H5, il ne faut surtout pas ouvrir le roc. Mais là, il y a cavalier G3 qui permet encore de peut-être aller sacrifier en H5 un peu plus tard et d'ouvrir surtout ce roc pour l'avenir. Même cavalier H4. Bon, voilà, on peut encore faire monter la pression avec les blancs. Ça n'a peut-être pas plu au noir et il a préféré fou E4. Donc il va dans une décision assez radicale. Il décide d'abandonner sa paire de fous. D'ailleurs, ce fou avait quand même une belle diagonale, mais pour fermer et essayer de contenir les blancs. Donc je reprends forcément, et D5, c'est son plan. Donc ils ont voulu simplifier et reprendre un peu d'espace au centre. Mais le truc, c'est que quand je remets mon fou en B1, maintenant c'est le seul maître des cases blanches. Le centre est bloqué, donc je devrais avoir moins de problèmes au centre. Et toutes mes pièces et toutes les cases blanches, toutes mes pièces commencent à regarder vers les cases blanches autour du roi noir. C'est quand même assez dangereux pour les noirs. La menace immédiate, c'est F5 ou peut-être même G6, donc il joue F5 ou G5, donc il joue G6 pour éviter. Et avant de provoquer quoi que ce soit, je trouve que mes pièces sont encore un peu loin du roi noir. Je place un cavalier en attaque. Donc c'est sympa hein, parce qu'il va mettre la pression sur F7 et G6. Il commence à y avoir des sacrifices dans l'air. Il faut voir que la dame revient très vite en C2 si besoin. Attention à ça. Elle peut aussi, non, elle peut pas sauter en H4 tout de suite, mais en tout cas, elle peut aussi être renforcée par la tour pour attaquer F7. Le cavalier vient aussi appuyer sur F7. Donc je sais que ce cavalier n'a pas beaucoup de temps devant lui sur cette case, mais il empêche de pousser F6 ou F5, parce qu'il y a aussi G6 qui est affaibli. Et si un jour cavalier D7 vient le prendre, eh bien je serais très content de faire F prend E ou D prend E et de poursuivre mon attaque. Donc je ne me suis pas précipité, ça je pense que c'est bien, je ne me suis pas excité non plus, j'ai dit ok, je ramène, je mobilise toujours plus de force vers le roi noir. Cavalier D7, donc c'est le plan de défense choisi par les noirs. Tour F1, voilà, on fait tranquillement monter la défense, si tu me prends E5, je fais F prend E5 et il y a F7 qui est vraiment en l'air. Tour F8, donc voilà le plan de défense, il a décidé de remettre sa tour pour défendre F7. Et le cavalier qui a la possibilité maintenant soit de prendre le cavalier E5, soit de venir défendre en F6. Alors là, il faut encore trouver un coup pour les blancs. Mon cavalier est très bien, mon fou est très bien. Cette tour, bon, elle n'a pas la place de passer pour l'instant. Alors évidemment, j'aimerais bien la mettre peut-être en H3 directement, en F3, G3, mais pour l'instant, elle est en D1 et c'est difficile de passer. Madame est pas mal, mais je décide de la basculer en C2. En menaçant tout simplement cavalier prend G6, avec un mat à suivre en H7. Bon, c'est une menace forte, mais qui est facile aussi à contrer. En fait, à l'analyse, j'ai découvert que H4 était le meilleur coup, parce que la menace H5 pour affaiblir le pion G6 est tout simplement redoutable. Hein. Par exemple, B5, B4
et même on ignore, on joue H5, on est prêt à prendre. Si les blancs prennent, c'est la cata. S'ils poussent le pion, on reprend ici, c'est la cata aussi sur F7. En fait, le roc noir explose, donc c'était le bon coup. Bon, au lieu de ça, je joue Dame C2, qui est pas mauvais, hein, mais qui est un peu moins fort. Et face à la menace de sacrifice en G6, mon adversaire prend. Et donc, je reprends avec le pion F pour ouvrir ma tour. Et donc là, je commence à avoir 3 pièces orientées vers le petit roc, avec un pion aussi qui le gêne bien. C'est pas mal. Et mon adversaire lance son contre-jeu, c'est prend D4. Pas de panique, je ne m'excite pas à essayer de lancer l'attaque, je reprends d'abord, je reprends D4 et B4 qui menace ce pion. Attention parce qu'il y aura du fou B4 peut-être à la fin avec clouage, il faut aussi contrôler, calculer les conséquences. C'est le bon plan pour les noirs, donc il faut être vigilant. Et vous voyez, l'ordinateur dit qu'il n'y a pas encore quelque chose de très concret. On a de l'espace avec les blancs, mais le roi peut être faible aussi, hein, parce qu'il s'est bien découvert. Donc ici, le pion C3 est attaqué, je joue tour F3, qui permet de défendre en C3, mais qui permet aussi de jouer tour F1 et de venir appuyer plus fort sur F7. Mon adversaire prend. Encore une fois, pas d'excitation, je reprends, il est en Zainot de toute façon. Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer, que je n'ai pas montré, sur Dame C2 tout à l'heure. Ici, il a pris. En fait, c'était important parce que cavalier F6 n'était pas possible. Si cavalier F6, il y a cavalier prend G6, F prend G6, Dame échec, Check. Roi H8, Dame prend H6. Check. Le roi revient en G8, la Dame Check. revient en G6, le roi repart en H8. Tout ça, c'est à peu près forcé. Puisqu'il n'y a pas de cavalier H7, hein, il y a le fou, il y a un mat en H7 sinon. Et là, on peut jouer tranquillement tour F3. C'était l'idée aussi de pousser F4. Et on va mater avec tour H3, c'est imparable. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Et c'est pour ça qu'ici, mon adversaire a joué cavalier E5, puis on prend. Donc C prend D4, disais-je, E prend D4 et B4. Et à partir de là, je joue tour F3 pour défendre le pion C3. B prend C3, je reprends. Et ici, les noirs au trait doivent trouver un coup. Et il choisit tour B8, qui n'est pas un mauvais coup, l'ordinateur aime bien aussi. Tour B8 vise à peut-être mettre la pression sur le fou. En cas de sacrifice, ça peut être embêtant. Il a joué vite aussi parce qu'il avait peu de temps. Mon adversaire était en gros high note et ça compte. La menace fou B4 n'était pas vraiment une menace en fait. Je pense que c'est le coup qu'il avait dû prévoir au départ, mais ça marche pas. Parce qu'il y a. Alors il y a deux coups en fait. Ici, je peux jouer Dame F2, Dame D2, pardon, excusez-moi. Dame D2, qui est un super bon coup, qui va aller menacer là-bas. Ou Tour C1. Tour C1 qui est un simple coup de défense, il faut que le fou s'en aille. Donc il repart en E7, et soit je répète les coups, soit j'attaque avec la dame. Donc Dame D2 c'est quand même le plus dangereux. Donc ici sur fou B4, Dame D2, pourquoi c'est le plus dangereux? Parce qu'il faut calculer. Fou prend C3, Dame prend H6, ok. Ça laisse fou prend D4 échec, c'est pour ça que c'est dangereux. Et là la bonne idée c'est de sacrifier la tour en fait. Tour prend. Et c'est peut-être aussi en pensant à ça que mon adversaire a joué tour B8, parce que du coup il a une nouvelle possibilité qui est tour prend B1 échec. Mais sur tour prend D4, il y a Dame B6 qui cloue la tour, pardon. Mais ça suffit pas. Après fou G6, faut être sûr de son calcul. Hein. Fou prend G6, qui menace Dame H7 mat, et Dame prend D4 échec. Roi G2 par exemple, Dame prend G4 et tour G3, et en fait on va avoir une finale gagnante ici avec les blancs, parce que même si les noirs prennent les deux tours et la pièce, on va ramasser tous les pions, et puis le roi n'est pas... On va ramasser tous les pions avec échec, et le roi noir est très exposé, quoi. Et donc voilà. Du coup, B prend C3, il joue pas fou B4, mais il joue tour B8. Ici, je calcule un petit peu, et j'ajoute encore de la pression, tour DF1, mais c'est assez logique tout ça, hein, c'est le plan, vers F7. Ici, mon adversaire finit par craquer à cause du temps et de la pression, et il joue tour... qu'est-ce qu'il joue? Tour B6, peut-être pour doubler et pour défendre. Mais là, c'est perdu. Il y a une combinaison, vous pouvez mettre sur pause. En tout cas, moi, je l'avais anticipé parce que ça fait longtemps que je tournais autour de ce thème, et puis j'avais doublé pour ça. C'est tour prend F7 que j'ai joué, et mon adversaire a abandonné immédiatement. Alors pourquoi il a abandonné? Parce que le mat est imparable. En fait, si tour prend, il va y avoir Dame échec. Donc là, par exemple, s'il joue, je sais pas moi, tour ici, tour G7, Dame échec,
fou F8 et check, tour prend mat, ou dame prend d'ailleurs, parce que tout simplement le roi peut pas aller en H7. Ok. Il y a aussi, donc sur dame échec, il y a roi H8 check, directement. Roi H8, on fait tour prend F7 et on menace de mater en H7. C'est imparable. Hein. Par exemple, tour prend B1, la check, dame reprend, et ensuite on va mater quand même en H7. Sur dame prend G6, qui est là, tour G7, je l'ai dit. Il y a roi F8, mais roi F8, évidemment, ça ne marche check, pas. Mat. Voilà. Et peut-être il peut aussi se sauver tout de suite, sans prendre la tour, en jouant roi H8, par exemple. Mais sur roi H8, il y a un très beau coup, c'est tour check, échec. Alors si le roi vient en G8, je marque un temps d'arrêt parce que je suis super surpris par l'évaluation des noirs qui dit les blancs gagnent. Mais bon, là, si roi vient en G8, c'est dame mat. Et si roi prend H7, voilà, il en fait remonter la barre. check, Dame échec. Le roi est obligé de descendre et check, mat. Voilà, donc c'est mat dans toutes les variantes en fait. Donc c'était une première partie sympa, parce que j'ai bien aimé le déroulement logique. Je vais vous la remontrer d'ailleurs rapidement. Voilà, donc depuis cette position, on va dire, de départ, de fin d'ouverture, centralisation des pièces. J'ai fait beaucoup de flèches par contre, ça c'est embêtant. Je vais peut-être enlever les flèches avant de vous la montrer. Ok, donc voilà la partie, pardon, avec la centralisation d'abord de toutes mes pièces, puis ensuite le plan, un premier plan d'attaque brutal, mais sait-on jamais. Il faut que l'adversaire, voilà, du coup il fait une concession, c'est le cavalier en F8. Ensuite, deuxième partie du plan, on veut pousser F4, c'est fait. Et ensuite, troisième partie du plan, on va essayer d'aller ouvrir le roi en force. Ce qui se passe plutôt bien en fait, avec ce cavalier au centre. Menace maintenant de sacrifier sur les pions. Forcément, les noirs ont été obligés d'affaiblir les pions du roc, donc comme c'est faible, on peut essayer de sacrifier dessus. Et le contre-jeu qui part un peu trop tard. Mais encore, hein, si vous regardez l'évaluation de la partie, ce qui est marrant, c'est qu'elle reste équilibrée pendant toute la partie. Simplement, c'est les blancs qui poussent, qui posent des problèmes aux noirs. Et là où un ordinateur voit l'égalité parce qu'il n'a pas de problème, pour un humain, bah, c'est très dur à défendre, quoi. Et voilà, il finit par se tromper. En fait, ça s'arrête là avec ce sacrifice. Donc une bonne première ronde, je suis content, j'ai eu les blancs, j'ai développé mes idées, j'étais bien décontracté. Et je me dis que j'ai peut-être trouvé la bonne approche. Et je vais me concentrer pour la deuxième ronde. Deuxième ronde que je jouerai. Ben je verrai. Quand la deuxième ronde arrivera, je vous le dirai sur le bilan de la deuxième ronde. Voilà, si ça vous a plu. Attendez, un petit bilan quand même cette partie. J'ai dit je suis content de la succession des plans, mais on va regarder dans le détail. Voilà, dans le détail, ce qui s'est passé. Donc, dans cette partie, l'ouverture, ça a été OK. J'obtiens à l'issue de l'ouverture une position équilibrée, sachant que c'était la première fois que j'utilisais cette variante en tournoi, donc je suis plutôt content. Dans le milieu, j'ai plutôt eu l'initiative, même si c'est pas très marqué, c'est moi qui ai fait le jeu, qui ai décidé où on allait jouer, etc. Il n'y a pas eu de finale. Pour la gestion du temps, c'est bien. Mon adversaire était en Zeitnot, je pense que quand il était dans les 3 dernières minutes, je devais avoir encore 10 ou 15 minutes, donc j'étais vraiment bien. Pour le stress, bah, ça a été, je pense, la clé pour moi. J'étais très détendu quand je sentais un petit peu de pression, quand je me disais oh là là, mais je commence à prendre l'avantage. Je me levais, j'allais respirer, je redescendais un petit peu de mon excitation en me disant mais non, tu vas pas la gagner, tu vas commencer par la jouer, prends du plaisir à bien la jouer, etc. Donc pas de pression sur le résultat. Et donc ce qui a été bien, c'est la succession des plans actifs. J'ai mis en place des plans que j'ai réussi à dérouler. La gestion de la pression et la mobilisation des pièces, c'est ce que j'ai écrit là. Et ce qui est moins bien, c'est mon G4, parce que c'est quand même un coup douteux. Même s'il conduit à la victoire de la partie, il faut savoir quand même, c'est impossible que quelqu'un comme moi joue une partie parfaite sans aucune erreur ou imprécision. Là, c'est un coup qui n'était pas forcément forcé. A3 pouvait être plus calme et plus sûr. G4 était compromettant quand même et ça aurait pu être peut-être pas fatal, mais rendre la tâche difficile. Voilà, et eh bien c'est ma conclusion sur cette partie. Et je vous invite à suivre la ronde 2 sur la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, un like, un pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao!